Mai 1798, 40 000 soldats, 10 000 marins et plus de 200 scientifiques embarquent sans rien savoir de leur destination. Depuis la Révolution, l'Angleterre et la France sont ennemis jurés. Le gouvernement français a confié à Bonaparte la mission d'envahir l'Angleterre. Devant l'irréalisme du projet, Bonaparte préfère s'attaquer aux possessions coloniales anglaises, source de leur richesse. Mais le succès de son plan dépend entièrement du secret qui va entourer cette immense expédition militaire, à laquelle participent de jeunes étudiants des grandes écoles. Eh bien, Villiers, nous y voilà. Qui aurait cru une telle affluence? As-tu jamais vu autant de marins et de soldats? Je ne sais pas où nous allons, Jolois, mais être de l'aventure me rend heureux. Tu n'es pas curieux de notre destination? Je n'ai rien contre le mystère. De toute manière, ce n'est pas de simples étudiants comme nous qu'on dira où nous allons. Ce pourrait être à Rome. Non, non. Je pencherai davantage pour... Portugal ou le Bengale, général Kléber, vous pouvez me laisser ainsi. Un homme de votre valeur connaît nécessairement notre destination. Mais enfin, général Menou, vous n'êtes pas sans ignorer notre destination. N'insistez pas, Déjeunette. Vous savez que nous avons tous reçu ordre de tenir notre destination secrète. Seuls quelques privilégiés comme Monge, mathématicien célèbre, et Berthollet, physicien renommé, ont été mis dans le secret de Bonaparte. Très bien, citoyen Monge. Vous réfléchissez à l'avenir réservé à nos savants dans cette glorieuse expédition? Non, je réfléchissais aux Anglais surtout. Avouez, général, qu'ils sont très présents en Méditerranée. Et que l'amiral Nelson rêve de se mesurer à vous. Eh bien, que Nelson s'épuise à rêver. Bonaparte prend la mer à la tête d'un convoi de 400 navires. Mais il doit à tout prix éviter les Anglais, maîtres des mers, et la redoutable flotte de Nelson en Méditerranée. Bonaparte a pris part à la Révolution française et connu une fulgurante ascension militaire. À 29 ans, le jeune général en chef lance une ambitieuse expédition qui, s'il réussit, lui ouvrira les portes de l'Orient et fera de lui l'égal des grands conquérants du passé, César et Alexandre, qu'il admire. Le lourd convoi avance avec une lenteur désespérante, mais par chance, il échappe à la vigilance anglaise. Bonaparte va même s'emparer de l'île de Malte sans être inquiété. Profitant de l'escale de Malte, une quarantaine de scientifiques, rebutés par les conditions de transport et effrayés par l'aspect militaire de l'expédition, a demandé à rentrer en France et à quitter le convoi. Ils sont maintenant 167 à poursuivre le voyage et à se heurter à des soldats qui leur mènent la vie dure. Tu avais raison, Jolois. Les soldats sont des roublards. Villiers. Et comment feras-tu pour régler les 30 sous par jour que coûtent nos repas? On s'arrangera. Puis tu n'en as pas assez de manger et coucher à plus de 80 dans la même chambre, avec un simple hamac et une couverture pour toute literie. Sans parler de l'air des cales, infect. J'espère simplement que le voyage ne durera pas trop longtemps. Villiers et Jolois sont tous deux élèves de l'école polytechnique où ils se sont liés d'amitié. C'est avec l'enthousiasme de leur jeunesse, la tête pleine de rêves, de découvertes et d'exploits, qu'ils ont répondu à la suggestion de Monge, leur professeur de géométrie, et se sont engagés dans cette expédition lointaine. Âgé de 18 ans, Villiers est issu d'une famille ruinée par la Révolution. Il est entré à Polytechnique 15 mois plus tôt, avec l'ambition de devenir ingénieur des ponts et chaussées. À 23 ans,
Jollois, lui, vient tout juste d'obtenir son diplôme d'ingénieur quand il se lance dans l'aventure. Jollois et Villiers, d'ailleurs Villiers a laissé un journal très intéressant, sont très représentatifs de cette partie des jeunes de l'expédition scientifique. Proclamation du général en chef Bonaparte. Soldats, vous allez entreprendre la conquête de l'Égypte, dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible, en attendant Que vous puissiez leur donner le coup de grâce. les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans. Ayez des égards pour leurs mouftis, leurs imams, comme vous en avez eu pour les évêques et les rabbins. Que vous avez eu pour les couvents. Le pays des pharaons fait rêver. Aussi, sur tous les navires, la nouvelle est accueillie avec enthousiasme. Priez pour les cérémonies que prescrit le Coran, pour les mosquées, la même tolérance. L'Égypte, général Kléber, le berceau de la civilisation. Dieu soit loué. Je vous l'avoue, j'ai toute ma vie désiré faire ce voyage. Et nous allons dans un beau pays, où nous ferons de grandes choses. Vous trouverez ici des usages différents de ceux de l'Europe. Il faut vous y accoutumer. L'invasion de l'Égypte ou sa possession permettrait de prendre le contrôle de la Méditerranée au détriment de la marine britannique et donnerait également un accès terrestre aux Indes britanniques, convoitées par les Français à cette époque. Pour aller aux Indes, les navires anglais doivent faire le tour de l'Afrique. Aussi, Bonaparte doit-il étudier la possibilité d'un double port, voire même d'un canal reliant la Méditerranée et la mer Rouge. Ce qui permettrait aux flottes françaises de venir couper la route du commerce anglais. Dans ses instructions, Bonaparte doit aussi envisager une installation durable des Français en Égypte, car si on crée un double port ou un canal, eh bien, il faut bien avoir des positions stables en Égypte pour pouvoir les exploiter. Nous trouverons à chaque pas de grands souvenirs dignes d'exciter l'émulation des Français. Signé Bonaparte. Rompez les rangs. L'Égypte, Jollois. Nous partons en Égypte. Quel pays digne d'admiration et d'étude. Mais à Polytechnique, je n'ai pas appris à mesurer la civilisation. Comment faut-il s'y prendre? Tu es déçu? Mais non, mais tu es fou. Si je ne sais pas, j'apprendrai. Lorsqu'ils apprennent que la destination de l'expédition est l'Égypte, ces jeunes hommes ne pensent pas à la guerre, à la conquête. Ils pensent surtout à ce qu'ils vont y découvrir, à cette Égypte qu'ils fantasment, puisque l'Égypte est à la mode, et puis aussi, ils vont y faire leur métier et essayer d'améliorer le sort des populations. Nous sommes au lendemain de la Révolution française. La Révolution française considère les pharaons comme la source de la civilisation. On ne va donc pas seulement aller apporter aux Égyptiens la civilisation, on va aller leur rapporter la civilisation dans son berceau. Et c'est dans cet esprit-là que Bonaparte, ses savants et ses artistes vont en Égypte. Bonaparte emmène avec lui autant de scientifiques et de spécialités si différentes parce qu'il va en avoir besoin, d'abord pour aider l'armée dans la conquête, mais aussi pour préparer une installation durable des Français dans le pays. L'Égypte, c'est loin de la France, donc il va falloir nourrir les soldats, il va falloir irriguer les cultures, il va falloir dresser des plans, il va falloir faire des fortifications, etc., etc. D'où cette nécessité d'avoir des scientifiques de toutes les spécialités autour du général en chef. Villiers et Jollois ne sont évidemment pas préparés à ce qui les attend. Ce sont des hommes d'école, de laboratoire, ils ne savent pas ce qu'est la guerre, ce qu'est une conquête, ils ne connaissent même pas les populations qu'ils vont rencontrer. Quand la côte égyptienne est enfin en vue, après 6 semaines de voyage, les scientifiques malmenés par la tempête se voient interdits de débarquer. En raison du danger, seuls les militaires ont le droit de descendre à terre.
La houle est si forte que Bruez, l'amiral commandant de l'escadre, recommande au général en chef de reporter le débarquement au lendemain. Mais Bonaparte dédaigne son avis. Il sait les Anglais à la recherche de la flotte française et ne veut pas perdre un seul instant. Les scientifiques voient avec un effroi redoublé par les ténèbres le navire qui transporte une partie de leurs instruments s'échouer et couler. Les opérations sont aussi lentes que désastreuses. Mais rien n'empêche Bonaparte et 5000 hommes de prendre pied sur le sol égyptien. Premier objectif, Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte. Bonaparte a fait imprimer à bord de son navire amiral une proclamation en français et en arabe, dans laquelle il se déclare le fils du prophète et de la Révolution, venu délivrer les Égyptiens de la tyrannie des Mamelouks, qui dominent l'Égypte depuis 5 siècles. Mais les Égyptiens n'en croient pas un mot et l'accueillent armés. Le fort d'Alexandrie est enlevé et les soldats français entrent dans une ville qu'ils découvrent bien loin de la splendeur qu'ils espéraient. Les soldats français vont éprouver une grande déception lors de la prise d'Alexandrie le 1er juillet 1798. Ils découvrent réellement la ville qui présente un lacis de ruelles bondées de saleté, de chiens errants où prolifèrent les maladies. La ville leur paraît d'une très grande pauvreté et cela les déçoit. Bonaparte ayant couvert ses arrières en prenant Alexandrie, il doit maintenant marcher sur le Caire, la plus grande ville d'Égypte. Le général Kléber a été blessé lors de l'assaut du fort d'Alexandrie. Kléber, fervent républicain, est un ancien architecte qui a gagné ses galons de général par ses hauts faits de guerre pendant la Révolution. Charismatique, Kléber est un modèle pour les soldats. Voulez-vous, citoyen en général, que nous fassions converger toutes nos forces vers le Caire? Pas vous, général Kléber. Vous devez guérir de votre blessure et resterez en garnison à Alexandrie, où vous ferez notre base arrière. Demandez à Comté ce qu'il peut entreprendre pour suppléer la perte de nos instruments. Et qu'il fabrique des armes. Nous aurons besoin de boulets. Dois-je vous accompagner, général? Pas tout de suite. Vous, général Menou, êtes chargé de vous emparer du port et de la ville de Rosette, que vous rejoindrez par voie de mer. Une autre division se rendra à Damiette. Ainsi, nous contrôlerons 3 ports, ici sur la Méditerranée, ici en Basse-Égypte. Ensuite, vous me retrouverez. La tâche devrait être aisée aussi. Tous les civils et savants vous accompagneront, général Menou, à l'exception des citoyens Monge et Berthollet, dont je refuse de me priver. En revanche, vous, général Dezay, allez vous charger de nous ouvrir la route du Caire et de la Moyenne-Égypte. Si nous prenons le Caire, messieurs, l'Égypte est à nous. La meilleure route pour y parvenir me semble de suivre le Nil, le long de la branche de Damiette. Et donner l'occasion aux Mamelouks d'y organiser leur défense? Non. Seule la rapidité compte. Nous prendrons à pied cette route, qui longe le canal reliant Alexandrie au Caire, ici. À travers le désert. Si l'armée ne le traverse pas à la vitesse de l'éclair, elle périra. Elle n'arrivera jamais à trouver de quoi désaltérer 1000 hommes. C'est la route la plus courte. Vous partez dès demain, Dezay. Le général Dezay est un aristocrate dévoué à sa patrie et au général en chef. Excellent au combat, brillant et cultivé, il est très apprécié de Bonaparte. L'expédition est divisée en 2. Tandis que la majorité des scientifiques et artistes partent à Rosette, le gros de l'armée s'engage dans le désert. Les soldats sont préparés au combat, mais pas à ce qu'ils doivent maintenant affronter. Chaque pas doit être arraché au sable brûlant. L'air semble consumer les poumons. Vêtus de draps de laine sous une chaleur accablante, les soldats n'ont même pas un bidon d'eau et ne progressent qu'à force de volonté.
Comment résister à l'impétuosité de celui qui les commande? Plus habitués à donner des cours dans des amphithéâtres parisiens qu'à être sur le terrain, les plus éminents des savants ne s'attendaient pas à de telles épreuves. Les sables du désert traversés par les troupes françaises sont semés de corps de soldats n'ayant pas résisté à l'épreuve, quand sont enfin atteintes les berges du Nil. Nombreux sont ceux qui s'y jettent habillés, tant ils réclament à se désaltérer, au point que certains même s'y noient. Loin des souffrances de l'armée, à Rosette, savants et artistes ont trouvé, eux, le refuge d'une nature verdoyante, où eau et nourriture abondent. Mais s'ils sont à l'abri des combats, ils sont livrés à eux-mêmes par Bonaparte, qui a pour l'instant d'autres préoccupations. C'est sans escorte militaire que les savants et artistes explorent les environs, à l'affût de la moindre nouveauté dans tous les domaines. C'est sans regret que j'ai abandonné la laideur d'Alexandrie contre le charme de Rosette et de ses environs. Quel plus joli cadeau pouvait-on nous faire? Merveilleux. Vous avez raison, Denon. Digne d'un paradis terrestre. Je ne sais où porter le regard. Il y a tant d'espèces exotiques à découvrir. Des poissons, des lémuriens, des oiseaux. Je suis déjà séduit. Ah, moi aussi, je n'ai pas résisté à représenter cet Éden. Voudriez-vous regarder? Vous allez l'effrayer. Geoffroy Saint-Hilaire, passionné de roches et d'espèces animales, succombe à l'exotisme de cette contrée. Denon! Vite! Par ici, venez voir. Extraordinaire si l'on en juge par la taille de cette phalange. Cette figure est ensablée et de gigantesques proportions. Pour l'artiste vivant de nom, doyen de l'expédition, Rosette sur les rives fertiles du Nil est un passionnant terrain où exercer son talent de dessinateur. La première découverte après la déception d'Alexandrie, c'est dans la région de Rosette, la découverte du point d'Isis par Denon et qui va donc rendre totalement fous les savants. Les savants et artistes sont fascinés par tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils découvrent, ils sont curieux. Ils sont là pour déchiffrer l'Égypte et ils s'y mettent immédiatement. Une fois désaltérés et reposés, les soldats français ont repris leur avancée, à raison de 12 heures de marche par jour. Mais à Mbabeh, les Mamelouks, représentants du pouvoir ottoman, leur barrent la route du Caire, dont les pyramides s'aperçoivent dans le lointain. Les Mamelouks sont d'anciens esclaves venus pour la plupart du Caucase, qui ont été islamisés et affranchis. Ils gouvernent l'Égypte. Les princes mamelouks, en réalité, sont concurrents entre eux. À l'arrivée de Bonaparte en Égypte, deux princes gouvernent l'Égypte, Mourad Bey et Ibrahim Bey. Ils règnent en Égypte au nom du sultan ottoman. Les troupes de Mourad Bey sont en première ligne face aux Français. Celles d'Ibrahim Bey sont en réserve à l'est. Face à des forces 2 fois supérieures aux siennes, Bonaparte a l'idée d'une innovation tactique. Il utilisera la technique du carré d'infanterie. Chaque division formera un carré de 2000 hommes comportant de 2 à 6 rangs serrés. Et au centre, à l'abri, les civils, les bagages et les généraux.
Bonaparte organise son armée en 5 carrés. Face à lui se dressent les forces de Mourad Bey. 30 000 fantassins et 10 000 cavaliers. C'est le carré de Dezey qui subit le premier assaut. Il accueille les Mamelouks avec des salves de feu tirées à bout portant. Les Mamelouks sont de valeureux combattants, entraînés à manier le sabre dans des combats d'homme à homme. Ils lancent leur charge avec panache. Dans le même temps, Bonaparte et les autres carrés se rabattent sur les flancs de Mourad Bey. Les Mamelouks sont pris sous 2 feux. Les carrés d'infanterie se révèlent aussi inébranlables que dévastateurs, et l'orgueil des Mamelouks achève de se briser contre les baïonnettes de l'infanterie française. Bonaparte ne perd que 30 soldats, quand les Mamelouks déplorent la perte de 20 000 hommes. Pour des raisons de prestige, cette victoire sera nommée plus tard par Bonaparte la bataille des Pyramides. Néanmoins, les 2 grands chefs mamelouks vaincus ont réussi à s'échapper. Ibrahim Bey vers le nord et Mourad Bey vers le sud, dans les déserts de la Haute-Égypte. Le Caire, la plus grande ville d'Égypte, tombe aux mains des Français. Pour Bonaparte, la communication, comme on dirait aujourd'hui, est extraordinairement importante. Et donc il veut marquer les esprits par son entrée au Caire. Donc il l'organise grandiose, tout le monde est en grand uniforme, et devant la population, on parle à l'époque de plusieurs centaines de milliers d'habitants, il va se livrer à cette démonstration. Le héros entre dans la capitale des pharaons. Et alors quand il rentre au Caire, là, c'est un choc culturel, mais c'est un choc culturel dans les 2 sens. En découvrant les Égyptiens et en découvrant toute la difficulté qu'il y aura pour eux à vivre dans ce pays. Bonaparte veut rassurer les Égyptiens et il veut administrer l'Égypte. Il va donc très vite constituer une sorte de conseil, un divan. Il va réunir les principaux notables et oulémas du Caire. Bonaparte est venu conquérir l'Égypte. Il est pour les Égyptiens un colonisateur et non pas un libérateur. Toutefois, c'est grâce à ses publications et aux travaux des savants que les Égyptiens ont découvert leur égyptianité. Il ne faut pas oublier que l'Empire ottoman a effacé le mot Égypte de l'histoire. L'identité nationale a été littéralement gommée. L'Égypte est devenue une vilayat, c'est-à-dire une province ottomane. L'expérience de la vie de Villiers et Jollois tient tout entière dans leurs instruments de mesure et carnets de croquis. Ils vont pour la première fois être confrontés à un autre monde. 2 semaines après l'entrée triomphale de Bonaparte au Caire, la baie d'Aboukir entre Alexandrie et Rosette devient le théâtre d'un dramatique affrontement. N'est-ce pas notre flotte de guerre qui est au mouillage? C'est curieux, je la croyais au port-vieux d'Alexandrie. Les eaux n'y sont pas assez profondes, paraît-il. Mais ils se tirent dessus. Les Anglais nous attaquent. Hélas, il fallait bien que nous les rencontrions. Mais n'ayez crainte, notre flotte est sous les ordres de l'amiral Bruez, un homme d'expérience. Nous avons le même âge. Il aura facilement raison de nos ennemis. Nos navires semblent figés, au contraire de leurs adversaires. Quoi qu'en dise le général Menou, sous les yeux impuissants de 2 noms, Villiers et Jollois, les premiers coups de canon ont annoncé l'ouverture d'une tragédie. Les Anglais ont découvert la flotte française qui leur échappe depuis des mois. L'amiral Nelson, qui a juré la perte de Bonaparte, scinde son escadre en 2 et une partie parvient à se glisser dans l'étroit espace libre entre la côte et les vaisseaux français. Les navires français, irrémédiablement enchaînés les uns aux autres par décision de leur amiral, vont devoir combattre à l'ancre.
cours de la bataille d'Aboukir se déroule un événement dramatique. Alors au milieu de tant d'autres événements dramatiques, c'est l'explosion du vaisseau amiral français l'Orient. L'Orient, c'est un bateau qui était probablement un des plus grands, un des plus beaux, un des plus puissants bateaux du monde. Et en fait, à sa première bataille, eh bien, il explose. L'explosion a été si forte et si puissante que l'on rapporte que la bataille s'est arrêtée net pendant près de 15 minutes. Tous étaient en état de choc. L'énorme explosion a laissé tout le monde abasourdi. C'est une tragédie, citoyen. C'est impossible, général Kléber. Nous allons nous ressaisir. Il faut nous rendre à l'évidence. Au matin, nous n'aurons plus de flotte. Et sans flotte, nous serons prisonniers de l'Égypte. Kléber a raison. Après la bataille d'Aboukir, il n'y a pas d'espoir de retour. Il faudrait une nouvelle flotte, mais la France n'a pas de flotte de rechange pour venir rechercher l'armée d'Égypte. La bataille d'Aboukir est évidemment un immense succès, un de ceux qui vont établir la réputation de Nelson. Il devient le baron du Nil à la suite de cette bataille et arbore un crocodile sur ses armoiries. Bonaparte devait seulement étudier la possibilité d'une installation durable des Français en Égypte. Il n'a plus d'autre choix que de la mettre en œuvre immédiatement. De mon point de vue, en tant qu'historien égyptien, la défaite d'Aboukir va représenter un moment de bonheur pour le peuple égyptien. Car Bonaparte, convaincu de devoir s'installer durablement en Égypte, s'est mis rapidement à bâtir des ateliers, à construire des routes et à édifier des hôpitaux modernes, comme en France. Les Égyptiens vont passer du médecin barbier au médecin moderne. Bonaparte a fait entrer l'Égypte dans la modernité. Dans le même temps où Bonaparte organise l'administration du pays, système fiscal, etc., il va réorganiser son armée, il va la remettre, on va dire, en état de fonctionnement et solliciter davantage les savants. Citoyens, si je vous ai réunis ici de bon matin, c'est dans le but de fonder un institut pour les sciences et les arts, semblable à celui de France. Comment envisagez-vous les choses, général? Je voudrais pour commencer, citoyen Monge, qu'on améliore la construction des fours locaux, afin que l'armée ait du bon pain, comme en France, et trouver absolument les produits susceptibles de remplacer le houblon dans la fabrication de la bière. C'est essentiel à nos soldats. Et pour l'eau qui nous a occasionné tellement de souffrances intestinales? Je compte sur vous pour clarifier et rafraîchir les eaux du Nil. Et sur vous pour nous procurer de nouvelles ressources nécessaires à la fabrication de poudre. Et aurons-nous d'autres missions? Mais enfin, toutes celles d'un centre de recherche sur l'Égypte actuelle et l'Égypte antique. Vous pourrez étudier la faune de ces contrées, mais pas seulement. Je compte sur votre aide à tous pour améliorer notre installation sur place et contribuer au développement des sciences appliquées à ce pays après qu'elles ont été exilées par la barbarie. Cela me permettra d'évoquer les nombreux problèmes d'ophtalmie et d'hygiène auxquels nous sommes exposés. Et moi, les procédés locaux pour la fabrication de l'indigo ou même de l'ammoniac. Citoyens, vous voudrez bien, avant toute chose, vous occuper sur le champ de rédiger les articles du règlement. Notre première séance aura lieu demain matin, à 7 h. Messieurs, l'Institut d'Égypte a pour objet le progrès et la propagation des Lumières en Égypte, la recherche, l'étude et la publication des faits naturels, industriels et historiques de l'Égypte. Il comporte 4 sections: mathématiques, physique, économie politique et littérature et art. Bonaparte réquisitionne plusieurs palais contigus. Il va créer une sorte de petite cité scientifique avec des laboratoires. On va constituer cet institut d'Égypte dont le mathématicien Monge sera le président, le premier président, et Bonaparte lui-même sera le vice-président puisqu'il se considère lui-même comme un savant. J'aurais aimé être membre de l'Institut, afin de pouvoir loger dans ce superbe palais. Ah, je vous comprends. On profite ici d'une paix délicieuse.
Je rencontre ici plus de commodité et autant de magnificence qu'on en trouve au Louvre. Tout ici est réuni. Quelle chance de pouvoir disposer de tout librement. Il paraît qu'il y aura bientôt un observatoire et un laboratoire de chimie. Des cabinets d'histoire naturelle, de physique, de minéralogie et même des salles dédiées à l'archéologie. Parce que nous sommes guère chanceux, Jaulois, tu ne trouves pas? Il est vrai que nos tâches ne sont guère variées. Dis plutôt que nous n'en avons qu'une, unique. Mesurer le Nil. Nous sommes géomètres, certes, mais d'Alexandrie au Caire, nous n'avons fait que cela. Et je n'en peux plus de toute cette eau, toujours de l'eau. Nous ne voyons rien d'autre. Ne désespère pas. Il est question pour nous d'aller bientôt explorer les traces de l'ancien canal qui relie la Méditerranée à la mer Rouge. Il date de l'époque pharaonique. Alors vous irez alors au nord quand j'aspire à me rendre dans le sud. Ah, je ne suis pas venu en Égypte pour rester bien aise au Caire. Non, je voudrais fouler une terre couverte de tout temps du voile du mystère et fermée depuis 2000 ans à tout Européen. Ah, la Haute-Égypte. S'il organise le travail des savants, Bonaparte tient également à minimiser la défaite d'Aboukir en éblouissant les Égyptiens. Il leur assure encore une fois qu'il respecte leur religion et même que celle-ci le fascine. L'islam va être un enjeu majeur pour Bonaparte et toute l'armée française durant l'occupation du pays, les 3 années que va durer l'expédition d'Égypte. Car il réalise que l'islam fait partie de la vie quotidienne des Égyptiens. Dans les réunions avec les savants et les oulémas du Diwan, il évoquera même la possibilité de se convertir à l'islam. Bonaparte fait fêter 4 jours durant la naissance du prophète avec un faste sans précédent. Sur les bords du Nil, devant l'état-major français et tous les notables de la ville, les troupes françaises défilent en fanfare. Tout est fait pour impressionner les Égyptiens. Les oulémas ne sont pas du tout convaincus par le discours tenu par Bonaparte et son entourage, ces orientalistes qui font d'ailleurs des fautes de grammaire en arabe, la langue sacrée, la langue du prophète. Et donc là, il y a à la fois une suspicion et un rejet. Un rejet dont les Français tardent à mesurer l'ampleur. C'est au point que Villiers et Jaulois n'hésitent pas à dormir seuls dans le désert, sans escorte, tant ils ont hâte de participer à une visite extraordinaire organisée par Bonaparte. Ohé, citoyens, j'y suis! C'est magnifique! Toujours aussi intrépide ce mange. Espérons qu'il pourra descendre sans se briser une jambe. Incroyable. Vous avez vu Monge? Quel exploit pour un homme de son âge. Oh, regardez-moi! Que des cailloux et pas un animal. C'est bien dommage. Mais quelle émotion. Ce monument est un spectacle. Ohé! Hop! Attendez, je descends! Eh bien, jeune homme, cette pyramide, livrez-moi les secrets. Citoyen général, la pyramide de Khéops compte pas moins de 207 assises, plateforme incluse. Nous avons appliqué une règle sur chaque contre-marche et en avons déduit qu'elle mesure au moins 137 mètres de haut. Eh bien, vous connaissez votre affaire, jeune homme, dites-moi. Sans Monge! Quel équilibriste! Monge, évitez de vous rompre le cou! On va assister à quelque chose de très étonnant dans le désert du Caire, au pied de la Grande Pyramide. Il va se constituer là le premier chantier archéologique, probablement du monde, où on va avoir des savants de diverses disciplines, des architectes, des géomètres et d'autres, étudier la Grande Pyramide, mesurer d'abord la Grande Pyramide. En attendant que le citoyen Monge nous rejoigne, voulez-vous boire? Ah, volontiers. Quel immense volume, quelle harmonie des proportions. Ces pyramides éclipsent tout ce qui les environne. Tu es heureux? Cela te change de tes mesures d'eau? Ah, c'est magnifique. Tenez,
Buvez avant de parler. Merci, Général Bonaparte. Oh. D'en haut, on comprend que les hommes aient voulu rivaliser avec la nature. En immensité et en éternité. Si vous le permettez, j'aimerais vous montrer l'intérieur. Voilà, Général. C'est ici. Permettez? Vous verrez combien l'intérieur est extraordinaire et donne lieu à d'intéressantes observations. Oh. L'entrée est difficile, Général. Mais cela vaut le détour. Vous verrez une rampe qui conduit au centre de l'édifice. Général, je vous en prie. Non. Allez dire aux soldats de faire graver le nom de nos officiers morts au combat à l'intérieur de la pyramide, en un lieu bien visible qui les honorera pour la postérité. Je vois bien quelque chose, Général. J'ai quelque chose pour vous. Vous voulez bien, Villiers? Vous verrez dans le fond de la cour une petite dépendance. À l'intérieur, sous une grosse caisse en bois, j'ai caché quelques bonnes bouteilles. C'est ma réserve personnelle. Je l'accompagne. Connaissez-vous les rumeurs? Non. Des lettres d'Ibrahim Bey annonceraient l'arrivée imminente de troupes ottomanes armées. Les Turcs nous ont déclaré la guerre dès qu'ils ont eu vent du désastre naval d'Aboukir. Ils nous pensent faibles et sont prêts à marcher sur nous. Ah non. Ah non. Si c'est vrai, le travail des savants va être encore sacrifié sur l'autel de la guerre. Faites preuve d'optimisme. Nous sommes commandés par un général auquel jamais rien ne résiste. Depuis le désastre d'Aboukir, le vent tourne pour les Français. L'alliance anglo-turque est un véritable danger, mais ce n'est pas la seule menace. Au Caire, les habitants, semblant jusqu'alors s'accommoder de la présence française, supportent de plus en plus mal leur impiété et ce vin interdit qui se répand en ville. Oh, laquelle prendre? Attends. Montre-moi celle-là. Quoi, celle-ci? Ouais, c'est ça. Oh. Nous sommes 4. Je suis d'avis d'en prendre 4. 2. Ouais. Général, on vous cherche. Lieutenant Morel, 2e demi-brigade d'infanterie. Mon général, il y a une révolte en ville. Il faut vite organiser la défense de cette ville-là. Comment ça, une révolte? Une révolte des habitants du Caire. C'est la chasse aux Français dehors. Des victimes, lieutenant? Oui, on déplore déjà une centaine de morts, général. Bon, vite, lieutenant. Donnez-leur 2 fusils. Monge, par là. Je n'ai jamais tiré, je ne saurais jamais m'en servir. Et regarde, c'est facile. Soldat, une cartouche. Tu prends ton fusil. Tu pousses le bassinet. Tu mets un peu de poudre. Tu refermes. Tu reverses la cartouche dans le canon. Tu bourres. 2 fois. Voilà, t'as plus qu'à viser et tu tires. Si jamais tu rates, serre-toi de ta baïonnette. Allez, tout le monde, sur la terrasse! T'inquiète pas, Edouard, ça va aller. Déjà, tu n'as pas tout perdu. Espérons qu'on pourra la boire. Il ne sert à rien d'espérer. Il faut rester concentré et agir au bon moment. Armes! Attention tout le monde! On ne tire qu'à mon ordre. Feu! Au champ de bois, ils sont passés. Fais arme vite, Villiers, dépêche-toi. Dépêche-toi. Vite, lieutenant! Bloquez l'escalier! Je crois que l'heure de vérité a sonné. Envisage-t-on de mourir au combat quand on a 20 ans ?
amis Gaulois n'ont rien laissé transparaître de leurs sentiments après leur premier feu. Cinq de leurs collègues scientifiques ont laissé leur vie avec celle de 300 soldats dans cette révolte. Bonaparte n'a plus l'intention de séduire les habitants du Caire par sa tolérance religieuse et le respect des mœurs. Il isole la ville et organise d'une main de fer une sévère répression armée. Al-Jabarti, chroniqueur oriental, écrit « Au cours de la nuit, les Français pénétrèrent dans la ville comme un torrent à travers les rues et les ruelles. On aurait dit des diables. » Et Bonaparte donne l'ordre de fermer les yeux sur les saccages et les pillages. Pour nos deux jeunes savants, la révolte est un choc. Ils passent de leur rêve égyptien à la réalité de la guerre et de la conquête. Ils passent du statut de civils venus apporter les Lumières au statut d'ennemis. Cette révolte part du quartier de la mosquée d'Al-Azhar, la plus grande mosquée du Caire. Bonaparte est contraint de la réprimer très violemment. Il commence par bombarder le quartier d'Al-Azhar, avant d'entrer dans la mosquée avec armes et chevaux et la profaner. Ce qui ne sera jamais pardonné aux Français, ça restera comme une tâche. Quelque chose s'est cassé au moment de cette insurrection, mais Bonaparte a réussi à rétablir l'ordre en Égypte. L'ordre est rétabli, mais la paix reste fragile, car les deux chefs mamelouks, vaincus à la bataille des Pyramides, sont toujours en fuite avec une partie de leurs troupes. Ibrahim Bey au nord vers la Syrie et Mourad Bey au sud en Haute-Égypte avec le général Dezay à ses trousses. Cela fait 5 mois que je suis lancé à la poursuite de Mourad Bey, que cette folle course nous a conduit à remonter toute la vallée du Nil sur plus de 500 km. Chaque rencontre avec les Mamelouks nous voit vainqueurs dans les sables rougis du désert. Mais toujours, Mourad Bey se dérobe. Je désire bien que ce Bey n'ait pas de relâche et le détruire dans quelque pays qu'il aille. La Haute-Égypte et ses splendeurs archéologiques. Vivant de Nom était si impatient de les découvrir que, malgré le danger, il s'est démené pour obtenir l'autorisation d'accompagner Dezay. Je vous en prie, citoyen de Nom, cessez de vous agiter ainsi. Impossible, général Dezay. Je n'ose m'asseoir, j'ai si mal au dos, aux fesses, je suis si courbattu que je craindrais de ne pouvoir me relever. La traversée de la Haute-Égypte sans quasiment 1 minute de repos m'épuise. Quel dommage. Si notre bivouac avait été établi à proximité de ce temple, j'aurais pu au moins voir une ruine de près, même dans la nuit. Trop dangereux. Je vous promets que lorsque nous en aurons fini avec Mourad Bey, je vous donnerai tous les moyens nécessaires à votre travail. Voilà des mois que Mourad Bey vous échappe. Et je passe mes journées à cheval sans presque jamais en descendre. Et la position s'avère fort mal commode pour dessiner. Tenez, regardez. Il n'y a pas un trait qui soit droit. Vous reprendrez tout au propre une fois de retour au Caire. Oui, si nous y revenons un jour. Après encore des semaines de poursuite qui l'emmènent toujours plus au sud, Dezay atteint Assouan et s'en empare à l'issue d'une bataille qui le voit une nouvelle fois victorieux des Mamelouks. Tandis qu'une fois de plus, Mourad Bey lui échappe. Avec l'arrivée des Français en Haute-Égypte, à Assouan, on peut estimer que la conquête de l'Égypte est faite. Même s'il y a des villages récalcitrants, même s'il y a toujours Mourad Bey, Ibrahim Bey qui sont dans le paysage,
qui sont terrés, qui échappent aux Français. Les Français contrôlent en principe toute la vallée du Nil, mais pas tout à fait. Par ses espions, Bonaparte a appris qu'un rassemblement de 50 000 hommes, ottomans et mamelouks avec l'appui des Anglais, est en cours en Syrie. Prendre l'initiative d'attaquer lui semble la meilleure des options. Si j'ai réussi, je trouverai dans la ville de Saint-Jean d'Acre les trésors du Pacha et des armes pour 100 000 hommes. Je soulèverai alors et j'armerai la Syrie. Je renverserai l'Empire turc. Je fonderai dans l'Orient un nouvel et grand empire qui fixera ma place dans la postérité. Confronté à de graves soucis militaires, Bonaparte n'a pas pour autant oublié l'une de ses missions: étudier la construction d'un canal permettant de couper la route des Indes aux Anglais. Dans sa marche vers la Syrie, il choisit de croiser l'ancien canal des pharaons sur lesquels travaillent enfin Villiers et Jollois. Je ne comprends pas les chiffres de la commission qui a établi les premiers relevés. Les nôtres donnent des résultats tellement différents. Il y a forcément une erreur quelque part. Tu sais très bien que nous avons été scrupuleux à chaque relevé. J'en suis convaincu, mais reste stupéfait par ces chiffres. Alors, messieurs, ce canal, l'aurons-nous? Un jour, citoyen général. À condition de revoir les calculs dont nous disposons. Ceux de la commission estiment que la mer Rouge est 9 mètres plus haut que la mer Méditerranée, ce qui est insensé. Avec une telle différence de hauteur, il serait impossible de construire un canal sans écluse. Or, toutes les fouilles que nous avons effectuées sur le tracé de l'ancien canal de l'époque pharaonique montrent qu'il n'y avait alors pas d'écluse. Donc, nous pourrons faire ce canal. Au prix d'énormes travaux et d'une peine qui se comptera en années, mais oui, général. La création du canal de Suez est possible. Grâce à vos travaux, monsieur, l'Angleterre sera bientôt privée du commerce des Indes. La France vous en sera reconnaissante. Messieurs, bon courage. Bien que lancée dans la précipitation, la campagne de Syrie commence avec succès. Bonaparte s'empare du fort d'El Arish, où le deuxième chef mamelouk Ibrahim Bey s'est réfugié, et parvient encore à s'enfuir. Bonaparte marche ensuite sur Gaza, où une deuxième victoire l'attend. Jaffa va être la prochaine étape. « 13 000 soldats français atteignent Jaffa au terme d'une nouvelle marche harassante dans le désert, galvanisé par Bonaparte, qui n'imagine sa nouvelle expédition que victorieuse. Effectivement, la victoire lui sourit. Un seul assaut lancé au petit matin suffit. Jaffa tombe dans l'après-midi. Huit mois après avoir pris pied sur le sol égyptien, Bonaparte marche victorieusement sur la Syrie. Cette nouvelle expédition militaire s'annonce sous les meilleurs auspices. Quant aux scientifiques, les voici comblés. Enfin autorisés à se rendre dans cette haute Égypte dont ils rêvent depuis si longtemps. Ils voguent vers le sud pacifié, à la rencontre de vestiges pharaoniques, prêts à s'émerveiller et à témoigner de la grandeur de l'Égypte au reste du monde.